Bonjour et bienvenue dans ce tout premier TD sur les techniques d'analyse microbiologique du sol. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la démarche pour analyser un sol. Cette démarche dépendra des objectifs visés. Tout dépendra du type d'étude ou de recherche que nous voulons réaliser. Alors, en gros, il y a deux types d'études qui peuvent être réalisées. Le premier type d'étude, c'est isoler un groupe de micro-organismes bien spécifiques. En effet, on est amené parfois à nous intéresser qu'à un groupe bien spécifique et non à la totalité des micro-organismes du sol. Nous, on n'est pas intéressé par rechercher toute la microflore microbienne qu'il y a dans le sol, mais on voudrait cibler juste un groupe bien spécifique. Par exemple, nous pouvons n'être intéressés que par les bactéries nitrifiantes. Alors, comment faire pour isoler que les bactéries nitrifiantes à partir de ce sol? Ou bien, on peut être intéressé que par des bactéries méthanogènes. Comment faire alors pour isoler ces bactéries méthanogènes de manière spécifique? Donc, on cible un groupe bien spécifique. Le deuxième type d'étude que nous pouvons être amenés à faire, c'est d'évaluer la fertilité du sol, c'est-à-dire évaluer la santé du sol. Et un des meilleurs indicateurs de la fertilité du sol, ce sont les micro-organismes. Les micro-organismes, ce sont de très bons bio-indicateurs de la fertilité du sol. Pour cela, on peut vérifier les 3 points suivants. L'abondance des micro-organismes, c'est-à-dire la richesse en micro-organismes du sol, ou encore le nombre de micro-organismes du sol que nous avons par gramme de sol. Et plus le sol est fertile, plus le nombre de micro-organismes sera important. Il y a une étroite corrélation entre l'abondance et la fertilité du sol. Deuxième point à vérifier, c'est la diversité des micro-organismes. Plus la population microbienne est diversifiée, plus c'est bon pour le sol. Le troisième point à vérifier, c'est l'activité microbienne. Une bonne activité microbienne ne peut être que bénéfique pour la fertilité du sol. Alors, dans cette première capsule, qui est le premier TD, nous allons nous intéresser à la méthode d'isolement d'un groupe de micro-organismes bien spécifiques. Dans la prochaine capsule, donc ça c'est l'objet de cette première capsule, dans la prochaine capsule, c'est le TD2, nous verrons comment évaluer l'abondance des micro-organismes. Donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième capsule. Alors, malheureusement, puisqu'on manque de temps, nous n'allons pas voir la diversité des micro-organismes. L'activité des micro-organismes, vous allez le voir avec mon collègue, le professeur Bollenberg. Donc, voici le programme de cette deuxième partie technique. Alors, commençons par voir comment isoler un groupe de micro-organismes bien spécifiques. Alors, pour pouvoir isoler une flore microbienne bien spécifique, il y a 3 points importants sur lesquels il faut d'abord réfléchir avant de se lancer dans cette étude. Le premier point important, c'est le choix du biotope. C'est une étape très importante. C'est quoi le biotope? Le biotope, c'est le milieu de vie. On doit choisir le milieu de vie où l'on a le plus de chances de trouver les micro-organismes qui nous intéressent. On ne va pas prélever notre échantillon n'importe où, au hasard, au risque de ne pas trouver les micro-organismes spécifiques recherchés. Le deuxième point important, c'est le choix du milieu de culture. Pourquoi est-ce important? Déjà, quand on parle d'isolement, quand on veut isoler, il faut d'abord utiliser un milieu solide, comme j'ai montré ici, comme j'ai indiqué ici. L'isolement ne peut se faire que sur un milieu solide et non sur un milieu liquide. Et comme nous cherchons à isoler un groupe
bien spécifique de micro-organismes, pas la flore totale, mais un groupe bien spécifique de micro-organismes. Donc forcément, on ne va pas utiliser un milieu où tous les micro-organismes vont se développer, même ceux qui ne sont pas désirables vont se développer. Nous sommes donc obligés d'utiliser un milieu sélectif qui favorisera le développement sélectif des micro-organismes désirés. Or, les microbiologistes disposent de toute une panoplie de milieux sélectifs. Ici, et encore ici, ce n'est que quelques-uns. Mais il y a toute une panoplie de milieux sélectifs, une multitude de milieux sélectifs. Et parmi toute cette panoplie de milieux, lequel choisir? Donc, comme vous pouvez le constater, avant de se lancer dans une étude, il faut bien se documenter sur les micro-organismes que vous voulez isoler et étudier. En fait, c'est l'étude bibliographique. Donc, quand vous allez effectuer un stage dans un laboratoire de recherche de microbiologie, si vous avez un sujet de microbiologie, la première chose, et dans n'importe quel domaine d'ailleurs de recherche, la première étape, c'est qu'il faut bien se documenter, faire une bonne étude bibliographique. Il faut faire avant de vous lancer aveuglément dans vos analyses et techniques. Par ailleurs, il peut nous arriver, malgré le choix du biotope, le choix du milieu de culture, il se peut qu'on ne réussisse pas à isoler ce groupe de micro-organismes bien spécifiques dans ce milieu. Donc, en effet, pourquoi à ce moment-là, il faut penser à la chose suivante. Les milieux spécifiques que nous cherchons dans l'échantillon sont peu nombreux. Il se peut qu'il y ait très peu de micro-organismes dans cet échantillon. Car pour ensemencer un milieu à partir de cet échantillon, il faut d'abord faire une extraction des micro-organismes. Donc je vous le décrirai en détail dans le TP, la capsule où je vais vous expliquer le TP, à partir de comment on fait. À partir de cet échantillon, avec de l'eau physiologique, on va extraire les micro-organismes et on se retrouve avec, dans ce tube, donc au fond, il y a le sol qui est déposé, mais le surnageant, c'est la suspension microbienne. Donc ce sont tous les micro-organismes qui existaient dans notre échantillon de sol. Et à partir de la suspension microbienne, on ensemence 1 ml. On peut aller de 0,1 ml à 1 ml maximum quand on ensemence un milieu de culture. Et il se peut que dans cette 1 ml, on ne retrouve pas les micro-organismes que l'on recherche. Parce qu'il est tellement dilué dans cette suspension microbienne que la probabilité de retrouver ces micro-organismes dans ces 1 ml est très faible. Donc, pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire un enrichissement sélectif au niveau du sol. D'accord, on va enrichir les micro-organismes spécifiques que l'on recherche dans cet échantillon de sol avant de faire par la suite l'isolement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sélectif. Donc, voici les 3 points que nous allons voir dans cette capsule. Alors, commençons par le choix du biotope. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors, voici quelques exemples de choix de biotope. Exemple 1. Je veux rechercher des bactéries méthanogènes. Je veux isoler et étudier des bactéries méthanogènes. Or, nous avions vu en cours que l'habitat des bactéries méthanogènes, ce sont les rizières. Nous avons vu ça en cours. Alors, à défaut de rizières, comme il n'y en a pas ici au Maroc, on peut aller les rechercher au niveau des décharges. Pourquoi les décharges? Là, on jette les ordures, parce que les décharges, c'est très riche en matière organique, et le sol est recouvert de ces déchets et de matière organique. Donc, il n'est pas très bien aéré, ça favorise l'anaérobiose. Donc, il y a de fortes chances de retrouver des bactéries méthanogènes dans ces décharges. Et un autre exemple, beaucoup plus simple et moins dangereux que d'aller fouiner dans ces décharges, vous avez la bouse de vache, comme on l'avait vu dans une des vidéos. L'intestin des bovins est très riche en bactéries
méthanogènes. Donc, vous récupérez la bouffe des vaches et vous allez pouvoir isoler les bactéries méthanogènes. Exemple 2, je suis intéressée par des bactéries ferro-oxydantes. Où est-ce que je vais aller les rechercher? Je vais aller les rechercher aux alentours d'une mine, surtout une mine de fer ou une mine d'autres métaux où il y a de fortes chances de retrouver également du fer. Aux alentours, soyez sûr que vous allez retrouver des bactéries ferro-oxydantes. Ou bien, on peut aller les rechercher au niveau d'une eau ferrugineuse. Exemple 3, je voudrais isoler des micro-organismes cellulolytiques. Où est-ce que je vais aller les rechercher? Je vais aller les rechercher au niveau d'un sol recouvert de débris végétaux. À ce moment-là, je suis sûre de retrouver des micro-organismes cellulolytiques. En conclusion, il faut choisir un milieu naturel où la sélection et l'enrichissement s'est fait naturellement. Donc, pour cela, il faut avoir une bonne connaissance de l'habitat des micro-organismes pour pouvoir choisir le biotope où l'on va prélever l'échantillon et avoir une chance élevée de croiser les micro-organismes spécifiques que nous recherchons. Passons maintenant au choix du milieu de culture. Alors, comme évoqué précédemment, il faut utiliser des milieux sélectifs. La question maintenant est quel milieu sélectif choisir, sachant qu'il existe toute une panoplie de milieux sélectifs en microbiologie. Alors pour vous aider, il faut savoir qu'il existe deux types de milieux sélectifs, deux catégories. Il y a les milieux empiriques ou complexes auxquels on ajoute un inhibiteur ou des inhibiteurs ou des agents sélectifs. Alors, milieu empirique ou complexe, en fait, c'est un milieu riche. Un milieu riche où l'on met, par exemple, ici, vous avez le tryptone. Tryptone, ce sont des peptones qui proviennent de la dégradation des peptides. Donc, c'est riche en acides aminés, mais donc on ne connaît pas la quantité ou le contenu exact, le type d'acide aminé et la quantité d'acides aminés qu'il y a. Vous avez l'extrait de levure, c'est-à-dire l'extrait du cytoplasme de la levure, Saccharomyces cerevisiae, parce que c'est très riche en vitamines, en acides aminés. Donc on ne connaît pas la composition exacte de cet extrait. Et vous avez du glucose. Donc c'est très riche. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Tous les milieux empiriques n'ont pas cette composition. Là, je vous donne juste un exemple. Et donc ça c'est un milieu riche qui va favoriser le développement de toute la flore microbienne, mais moi je vais sélectionner un groupe bien spécifique auquel je vais ajouter un inhibiteur. Et je vais vous montrer quel type d'inhibiteur il faudrait ajouter si vous voulez cibler un groupe bien spécifique. Deuxième catégorie de milieux sélectifs, ce sont les milieux minimums ou des milieux minéraux comme celui-ci. Ici, vous avez la composition chimique, donc on voit bien que chimiquement, ils sont bien définis. On connaît parfaitement la composition de ce milieu. Ça peut constituer également un milieu sélectif. On verra ça, on reviendra ça plus tard. Commençons par les milieux empiriques ou complexes. Alors, un milieu riche avec inhibiteurs, c'est un milieu riche qui contient des inhibiteurs, un inhibiteur ou plusieurs inhibiteurs ou agents sélectifs. Ces agents sélectifs vont inhiber la croissance de tous les groupes qu'on ne désire pas, mais ça va favoriser uniquement la croissance du groupe que l'on recherche. Alors ici, je vous donne un tableau où j'ai présenté quelques exemples d'agents sélectifs très connus. Je ne vais pas vous donner toute la liste, mais juste quelques exemples. Alors, ici, au niveau de la première colonne, ce sont la liste des agents sélectifs, de quelques agents sélectifs. Et comme vous pouvez constater, il y a pas mal de colorants. Vous avez le bleu de méthylène, cristal violet, le vert brillant,
éosine, tout ça, ce sont des colorants qu'on peut utiliser comme agent sélectif. Par exemple, le bleu de méthylène, c'est un agent sélectif qui inhibe les grammes positifs. Donc la troisième colonne, pardon, ce sont les bactéries inhibées. La deuxième colonne, c'est les bactéries sélectionnées. Donc le bleu de méthylène inhibe les grammes plus et sélectionne les grammes moins. Les grammes moins ne sont pas inhibés par le bleu de méthylène. Le cristal violet inhibe les grammes plus, mais sélectionne les grammes moins et les streptocoques. Vous avez un autre exemple très utilisé, le vert brillant, qui sélectionne les grammes moins, et aussi la même chose. Alors, je vais vous donner, et ici, vous avez également une autre catégorie d'agents sélectifs, ce sont les antibiotiques. Ici, je n'ai donné qu'un seul exemple, gentamicine. Gentamicine, c'est un inhibiteur des bactéries, c'est un antibiotique. Donc, ça va inhiber les bactéries et ça va sélectionner les champignons. C'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser en TP un antibiotique, pas gentamicine, mais on va plutôt utiliser le chloramphénicol en TP pour inhiber les bactéries et ne sélectionner que les champignons dans notre milieu de culture. Vous avez également entre les deux, les colorants et les antibiotiques, d'autres catégories d'agents sélectifs. Alors, exemple, vous avez un exemple de milieu sélectif que vous avez vu l'année dernière en TP, le milieu de McConkey. Le milieu de McConkey, c'est un milieu riche et complexe auquel on a ajouté deux agents sélectifs. Le cristal violet, qu'on retrouve ici, et les sels biliaires. Sels biliaires, c'est du désoxyfolate également qui sélectionne. Donc, vous avez deux agents sélectifs, pour favoriser le développement que des grammes négatifs, des bactéries grammes négatifs. Un autre milieu qu'on utilise également, surtout pour l'analyse de l'eau et des aliments, c'est le bouillon. C'est un bouillon riche qui contient du lactose, bilier parce qu'il contient des sels biliaires, on retrouve cet agent sélectif, et du vert brillant colorant. Donc dans ce milieu, on va sélectionner que les grammes négatifs. Encore un autre milieu que vous avez vu également l'année dernière, c'est le milieu Chapman. Le milieu Chapman contient une forte concentration en NaCl. Ça fait partie des catégories d'agents sélectifs. Une forte concentration en NaCl permet de sélectionner que les bactéries halophiles ou hallotolérantes, comme le cas des micrococcacées, les enterococcus et Corynebacterium. Donc voici quelques exemples de milieux sélectifs. Mais nous, en TP, vous allez en TP vous demander de sélectionner et de dénombrer les bactéries, les actinobactéries et les mycètes. C'est-à-dire, à partir d'un échantillon de sol qu'on va vous donner, vous devez pouvoir dénombrer séparément les bactéries. Combien y a-t-il de bactéries? Dénombrer les actinobactéries à part et dénombrer les mycètes à part. Alors, pour réaliser ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des milieux sélectifs. Vous allez faire un dénombrement sur des milieux sélectifs. Alors, quels sont ces milieux sélectifs pour les bactéries? Alors, vous connaissez déjà les bactéries, je vous en ai parlé longuement en cours. Le milieu sélectif qu'on va utiliser, les bactéries par rapport aux mycètes et les actinobactéries, nous avons vu, c'est des bactéries qui préfèrent comme source de carbone une source de carbone facilement dégradable. Donc on va utiliser un milieu où la source de carbone est facilement dégradable. Un pH neutre, parce que la majorité des bactéries sont neutrophiles, et pour empêcher le développement des mycètes, on va mettre un antifongique. Ça sera la cycloheximine en TP. Donc ça, c'est un milieu sélectif pour sélectionner que les bactéries. Un autre type sélectif, celui des actinobactéries que vous allez utiliser en TP, ça sera un milieu où on a vu que les actinobactéries, leur spécialité, parmi leurs propriétés, c'est de sécréter des enzymes extracellulaires qui permettent de dégrader des macromolécules complexes. Donc, pour sélectionner que les actinobactéries et empêcher le développement des bactéries, on va mettre une source de carbone complexe, difficilement dégradable. Ça, c'est un agent sélectif. Ça va inhiber, empêcher le développement des bactéries parce qu'elles ne sont pas capables de se développer sur ce milieu.
et on va mettre, ajuster un pH alcalin et on va mettre un agent bactériostatique au cas où certaines bactéries, parce qu'il y a des bactéries quand même, une minorité, qui peuvent dégrader ces sources de carbone complexes. Donc on va mettre un agent bactériostatique qui va stopper la croissance des bactéries, parce que les bactéries, elles se développent très rapidement. Donc on va stopper leur croissance dans ce milieu. Et pour sélectionner les mycètes, on va également utiliser un milieu où on va mettre une source de carbone complexe, la même chose, parce que les mycètes ont la même capacité que les actinobactéries à dégrader les sources de carbone complexes. Mais pour sélectionner que les mycètes et pas les actinobactéries, parce qu'elles auraient pu se développer sur ce milieu, on va ajuster le pH à un pH acide. Parce que les actinobactéries et les bactéries n'aiment pas les pH acides. Par contre, les mycètes préfèrent se développer à des pH acides. Pour cultiver les mycètes, il faut toujours ajuster votre milieu à un pH acide. Les mycètes, et ça vous l'avez remarqué, ils se développent facilement sur les légumes acides tels que la tomate, les agrumes. On voit des mycéliums de champignons parce qu'ils aiment l'acidité. Et pour inhiber les bactéries, parce qu'elles sont toujours dominantes, elles sont plus concurrentielles, on va rajouter un antibiotique pour empêcher les éventuelles bactéries capables de dégrader des molécules complexes. Donc vous voyez, voici une manière de sélectionner différents groupes microbiens et c'est ce que vous allez faire en TP. Passons maintenant au milieu minimum minéral. Alors, le milieu minéral, c'est un milieu qui ne contient que le minimum de substances essentielles à un groupe spécifique. Les autres groupes ne peuvent pas s'y développer. Alors, exemple, je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus clair. Ici, j'ai un milieu où vous avez la composition de base de minéral d'un milieu. On met tous les éléments essentiels dont une bactérie a besoin, mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas de source de carbone dans ce milieu, donc ou source d'énergie. Donc on va ajouter à ce milieu, une fois qu'on prépare ce milieu, on va ajouter une source de carbone et d'énergie. Ça peut être soit l'amidon ou de la cellulose. Donc ça c'est une source de carbone, l'amidon, ou de la cellulose. On ne va pas ajouter les deux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à isoler, à sélectionner, à favoriser? Quel micro-organisme cherche-t-on à favoriser dans ce milieu? Si on met que de l'amidon, on va favoriser le développement des micro-organismes amylolytiques. Seuls les micro-organismes amylolytiques, c'est-à-dire capables de dégrader l'amidon, vont se développer dans ce milieu. Parce que la seule source de carbone, c'est l'amidon. Les autres micro-organismes ne vont pas pouvoir s'y développer parce qu'elles sont incapables de dégrader l'amidon. Il y a des éléments de base essentiels, mais la seule source de carbone, c'est l'amidon. Si je mets que comme seule source de carbone la cellulose, je vais sélectionner les cellulolytiques comme micro-organismes. Autre exemple, je peux mettre comme seule source d'énergie la gélatine. La gélatine, c'est très riche en protéines. Donc ici, qu'est-ce que je vais chercher à isoler, à enrichir, qu'est-ce que je vais chercher comme micro-organismes? Ce sont les micro-organismes protéolytiques. Ici, je n'ai mis que comme seule source d'énergie l'asparagine, source d'énergie et de carbone également. L'asparagine, c'est un acide aminé. Donc, quels sont les micro-organismes qui vont utiliser comme source d'énergie de l'acide aminé? Ce sont les micro-organismes ammonifiants. Et vous avez le sulfate d'ammonium, l'ammonium. Ça vous dit quelque chose. Vous avez un milieu minéral et vous avez que de l'ammonium. Et il n'y a pas, ici dans la gélatine asparagine, il y avait des sources de carbone. Il y avait également une source de carbone. Mais ici, il n'y a que de l'ammonium. Donc, aucune source de carbone et on met de l'ammonium. Donc, forcément, ça sera une bactérie chimiolithotrophe, mais qui n'utilise que l'ammonium comme source d'énergie. Et quelles sont les bactéries chimiolithotrophes qui utilisent l'ammonium comme source d'énergie? Ce sont les bactéries nitrifiantes. Et vous avez le thiosulfate, la même chose. On met que du thiosulfate. Donc forcément, il n'y a pas une source de carbone dans le milieu minéral
Et la seule source d'énergie, c'est le thiosulfate. Donc, quels sont les chimiolithotrophes qui utilisent le thiosulfate comme source d'énergie? Ce sont les bactéries sulfo-oxydantes. Donc ici, je vous donne les réponses. Voilà, ici, gélatine, les protéolytiques, asparagine, les ammonifiants, les nitrifiants et les sulfo-oxydants. Donc, voilà comment on peut utiliser un milieu minimum minéral comme milieu sélectif, en jouant en mettant l'essentiel, les éléments minéraux essentiels, et en jouant sur la source de carbone et d'énergie pour cibler un groupe microbien bien spécifique. Alors ça peut se faire sur un milieu liquide ou un milieu minéral. Milieu liquide si on veut enrichir, faire un enrichissement, et milieu solide si on veut faire un isolement. Donc rappelez-vous, chaque fois qu'on veut isoler, on utilise toujours un milieu solide pour pouvoir purifier. Voici un exemple de milieu minéral où nous avons mis comme seule source d'énergie du thiosulfate. Donc ces bactéries qui se sont développées sur ce milieu, ça ne peut être que des bactéries sulfo-oxydantes. Alors comme exemple concret, ça c'est une diapo réalisée par un étudiant qui a réalisé son stage de master dans notre labo. Il recherchait des bactéries sulfo-oxydantes, les BSO, dans les digesteurs anaérobies de la station de traitement des eaux usées de Marrakech. Donc il a effectué des prélèvements dans ces digesteurs et il est allé rechercher des bactéries sulfo-oxydantes. Donc il a préparé des milieux sélectifs minimum et il a réussi à isoler des bactéries sulfo-oxydantes. Donc A dans le digesteur A, le digesteur B. Il a réussi même à dénombrer par ml. Ce sont des bouts qu'il est allé chercher dans la steppe. Ça, je n'ai pas modifié ça, c'est sa propre diapo. Et donc, voilà, il s'agit bien de bactéries sulfo-oxydantes puisque c'est un milieu sélectif. Alors, nous allons voir maintenant comment réaliser un enrichissement sélectif quand vous estimez que le biotope que vous avez, l'échantillon que vous avez prélevé, et vous trouvez qu'il y a peu de micro-organismes spécifiques. Donc, dans ce cas-là, il faudra faire un enrichissement sélectif. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, quand on cherche à isoler des micro-organismes spécifiques présents à très faible densité, il est nécessaire de favoriser leur multiplication dans le sol par un traitement approprié avant de l'isoler. Alors, les techniques d'enrichissement il y en a deux types. On va voir deux types de techniques. Il y a la méthode de percolation et la méthode de repiquage successif. Donc voilà, c'est ce que nous allons voir. On va commencer par la méthode de percolation. Alors, la percolation consiste à mettre le sol, donc vous avez votre échantillon de sol, on le met dans une colonne, comme ceci, une colonne en verre. Et on fait la percolation. Alors, comment se déroule cette percolation? Là, je vais vous l'expliquer au travers d'un schéma. Alors, dans cette colonne, là, vous disposez d'une colonne en verre, dans lequel on introduit notre échantillon de sol et il est déposé sur un support perforé. Vous allez voir à quoi sert ce support perforé, c'est-à-dire troué. Ce sol va être perfusé par une solution minérale. On reviendra sur la composition de cette solution minérale. Et un conduit relie cette solution minérale au sol. Et on installe une pompe péristaltique et à l'aide de cette pompe, on va pomper cette solution pour perfuser le sol de manière continue. Donc de manière continue, il y a cette solution qui va traverser le sol et après perfusion, donc on laisse perfuser de manière continue et on récupère le percolat, ce que vous avez ici
vous avez le percolat. Pourquoi on met un support perforé? Parce qu'il ne faut pas non plus que ce sol soit inondé, sinon vous allez l'asphyxier. Il faut laisser le sol respirer. Donc on perfuse, on enrichit ce sol de cette solution minérale, on laisse les micro-organismes se multiplier, les micro-organismes que nous ciblons vont se multiplier, et pour qu'il n'y ait pas d'asphyxie, on récupère le percolat. Le percolat est récupéré, qu'on met dans un autre réservoir, on collecte le percolat. On appelle ça le percolat parce que perfusion ou percolation, c'est la même chose. Alors, à partir de là, ce sera un exercice qu'il faudra résoudre vous-même. Je vous enverrai le TD, ça sera le TD1, ça sera le premier exercice du TD1. Et il faudra répondre à cette question. Alors, supposons que dans le réservoir, on a mis une solution minérale auquel on a, j'ai oublié de vous dire également, il faudra également penser à aérer ce sol, pour qu'il ne soit pas asphyxié, parce que c'est fermé et tout se fait stérilement. Ici c'est fermé stérilement, tout est stérile. Ici également, toute cette tuyauterie que vous avez ici, c'est stérile. Alors, dans la question à laquelle il faudra répondre dans le premier exercice du TD1, la première question, dans le milieu minéral, on a ajouté de l'ammonium. Et si on ajoute de l'ammonium dans cette solution minérale, quels sont les micro-organismes que nous cherchons à enrichir dans ce sol? Quels sont les micro-organismes qui vont se développer favorablement dans ce sol? Et il faudra répondre également quels sont les produits qu'on va récolter. Parce que dans ce percolat, on va récolter les produits de ces micro-organismes. Ces micro-organismes vont se multiplier, ils vont utiliser ce substrat, parce que cet ammonium, c'est un substrat qu'on apporte à ces micro-organismes. Et suite à cette réaction de ces micro-organismes, quel type de produit on va rechercher dans le percolat? Ça sera la première question de l'exercice 1, l'expérience 1. Dans la deuxième expérience que je vous présente dans l'exercice 1, cette fois-ci, on n'a pas mis de l'ammonium mais du thiosulfate. La même chose, il faudra répondre quels sont les micro-organismes que l'on cherche à enrichir dans le sol et quels sont les produits que l'on obtient. Dans l'expérience 3, on met toujours du thiosulfate, mais attention, on ajoute du nitrate, et là aussi, attention, on n'apporte pas d'air au sol. L'air n'est pas apporté au sol. La même chose, il faudra répondre quels sont les micro-organismes que nous avons cherché à enrichir dans ce sol, et quels sont les produits que l'on obtient dans ce réservoir. Donc ça, c'est le premier exercice du TD. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode, qui est le repiquage successif. Deuxième méthode d'enrichissement. Alors ici, on va utiliser dans un Erlen, on prépare un milieu minéral, on met tous les éléments essentiels, mais auquel on va rajouter une seule source de carbone et d'énergie. Là, vous l'aurez compris, là on cherche à sélectionner que les micro-organismes celluloïdiques. Et donc le milieu est préparé, il est stérilisé. Ensuite, d'abord une fois que vous préparez ce milieu, on ferme, on met dans l'autoclave, on stérilise. Ensuite, le jour de l'analyse, on va extraire, je vous expliquerai comment préparer cette suspension microbienne qui provient du sol au marron. Alors cette suspension microbienne, donc on ensemence ce milieu. Et je vous ai dit, on cherche à enrichir, à favoriser le développement des micro-organismes celluloïdiques seulement. Là, il s'agit bien d'un milieu sélectif qui ne peut sélectionner que les micro-organismes cellulolytiques. Alors, comme la cellulose est difficile à dégrader, je vais laisser incuber plusieurs jours. Et si je fais ça, attention,
le jour de la lecture. Donc, je vais ensuite prendre mon milieu et faire un isolement. Je vous ai dit toujours l'isolement, on le fait sur un milieu solide. Ici, c'est un enrichissement sélectif qui se fait dans un milieu liquide. Ensuite, le jour de la lecture, je vais refaire un repiquage, je fais un isolement. Ensuite, j'incube et j'observe le développement des colonies. Or, si je fais cette expérience-là, si je laisse incuber plusieurs jours, qu'est-ce que nous constatons? Que les micro-organismes cellulotiques se sont développés, mais également des micro-organismes non cellulotiques. Et ça, c'est un problème. Pourquoi, en principe, j'aurais dû obtenir que les micro-organismes cellulotiques? Or, je constate que dans ce milieu, il y a également des micro-organismes non cellulotiques que je ne désire pas. Parce que l'erreur que j'ai commise dans cette expérience, c'est que j'ai laissé incuber plusieurs jours. Si je laisse incuber plusieurs jours, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? La cellulose, c'est une macromolécule. C'est un polymère de glucose et de cellobiose. Polymère de cellobiose. Si je laisse incuber pendant plusieurs jours, dans les premiers jours, ce sont les micro-organismes cellulotiques qui se développent. Ils décomposent, ils se développent, mais qu'est-ce qui arrive quand vous laissez incuber plusieurs jours? Il y a dégradation, mais il y a libération dans ce milieu. Dans ce milieu sélectif, il y aura libération de ces monomères, de ces dimères, et ça c'est une source de carbone et d'énergie également pour les autres micro-organismes non cellulotiques. Ils vont profiter des produits de dégradation de la cellulose réalisés par les cellulotiques. Ils vont utiliser les produits de dégradation pour se développer. C'est la raison pour laquelle que si vous réalisez une telle expérience, aucune chance de sélectionner que les micro-organismes cellulotiques. Alors, comment s'affranchir de ce problème? Comment va-t-on faire pour empêcher le développement des micro-organismes qui vont consommer ces produits de dégradation? On va procéder autrement. On prépare le même milieu minéral dans lequel on a mis comme seule source de carbone et d'énergie la cellulose. La même chose, j'ensemence ma suspension microbienne, mais attention cette fois-ci, je ne vais pas commettre, donc ici, je n'ai qu'une, supposons, hein, c'est très schématique, supposons que ce n'est pas très riche, et il n'y a qu'un seul micro-organisme cellulotique. Or, je cherche à enrichir de manière sélective ce micro-organisme cellulotique. Alors, je ne vais pas commettre la même erreur que précédemment. Cette fois-ci, je ne vais incuber que pendant un temps très court. Pour les cellulotiques, je ne vais attendre que 24 heures. Je ne vais pas laisser plusieurs jours. 24 heures, c'est suffisant. Au bout de ces 24 heures, qu'est-ce qui arrive? Il y aura, seuls les micro-organismes cellulotiques vont se développer, ils vont décomposer, mais les autres micro-organismes qui vont consommer les produits n'auront pas le temps de se développer. Alors, j'incube pendant un temps très court, ensuite je prends un autre milieu, le même milieu, mais neuf et stérile, et je vais repiquer. Je prélève de ce milieu, où j'ai quand même favorisé le développement des micro-organismes cellulotiques, que je repique. La même chose, je laisse incuber pendant un temps très court. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps très court? Je favorise encore plus le développement que des micro-organismes cellulotiques. Les autres n'ont pas eu le temps de se développer. Je fais un autre repiquage de la même manière dans un milieu neuf. À nouveau, donc ici, il y a eu développement des micro-organismes de manière cellulotique de manière plus importante. Je laisse incuber pendant un temps très court. Je refais un autre repiquage et je vais obtenir au bout de plusieurs repiquages un nombre important de micro-organismes cellulotiques. Et ici, vous remarquez que c'est un repiquage successif. C'est une succession de repiquages. C'est ce qu'on appelle un repiquage successif. Et ce repiquage successif m'a permis d'enrichir sélectivement ces micro-organismes cellulotiques. Et une fois que j'ai enrichi ces micro-organismes cellulotiques, je vais prélever et enfin je peux faire un isolement sur milieu sélectif. Je vais obtenir que des micro-organismes cellulolytiques sur mon milieu sélectif. Et ça, c'est ce qu'on appelle un enrichissement progressif. Vous voyez, c'est un progressivement, j'ai enrichi mes micro-organismes de manière sélective.
Ça s'appelle un enrichissement progressif par repiquage successif. D'accord? Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Je vais vous envoyer dans le TD 2, je vais vous l'envoyer, où vous aurez cette diapo et je vous pose une série de questions auxquelles vous allez répondre. Ce sera l'exercice 2 du TD 1. Voilà, la capsule d'aujourd'hui est terminée et je vous remercie.